La visite du chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé se poursuit en Israël. À ce troisième jour, le président de la République a rencontré son homologue israélien et visité d'autres structures stratégiques du pays comme le port Haïfa et la société de cybersécurité CyberGym. Et puis la CEDEAO veut investir plus dans les infrastructures de développement dans ses pays membres. Avant de réaliser ce projet monumental, un plan directeur de développement de ces infrastructures est soumis à validation des experts des 15 États membres. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Troisième jour de la visite du chef de l'État en Israël. Ce mercredi, le président de la République Faure Eswazina Gnassingbé a été reçu par son homologue hébreu Reuven Rivlin à Jérusalem. Les deux chefs d'État ont évoqué la coopération entre leurs deux pays en présence des membres de leur délégation. Coopération politique, bien sûr, avec une vision commune en matière de lutte contre le spectre du terrorisme. Le compte rendu avec Joseph Amégan. Au troisième jour de son séjour en Israël, le président Faure Gnassingbé s'est rendu au palais de la présidence de l'État d'Israël. Là, il a été accueilli par son homologue, Reuven Rivlin. Après la signature du livre d'or du palais de la présidence, les deux hommes d'État ont eu un entretien élargi aux deux délégations. Prenant en premier la parole, le président Reuven Rivlin a rappelé l'historique des relations entre les deux États. Là, après avoir souhaité la bienvenue au président de la République, Faure Gnassingbé, Reuven Rivlin s'est félicité du choix opéré par le Togo en soutenant son pays dans les grandes prises de décision internationales. Il a ensuite décrit les efforts de son pays pour se reconstruire rapidement sur tout le plan, avec un accent sur les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation et la sécurité. Pour finir, le président israélien a tenu à féliciter le Togo pour les efforts qu'il fait pour son développement. Prenant à son tour la parole, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a remercié le peuple israélien et son homologue au nom de la délégation qui l'accompagne pour les facilités qui leur ont été accordées depuis leur arrivée en terre israélienne. Le président de la République, dans son adresse, n'a pas manqué de mentionner son admiration pour l'État israélien en matière de développement, malgré un climat pas du tout clément. Il a réitéré le soutien du Togo à Israël et promis œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. Le chef de l'État a bouclé son programme de la matinée en se rendant au monument Herzl, un monument construit en 1860 en mémoire de toutes les victimes du terrorisme mondial sans aucune distinction de race et de nationalité. Et depuis son arrivée, le chef de l'État multiplie les visites sur des sites et dans des lieux qui illustrent le fort potentiel de ce pays. Hier mardi, le chef de l'État était d'abord au port Haïfa, deuxième plus important d'Israël et quatrième plus performant du monde selon l'OCDE. Puis à CyberGym, une société leader mondiale dans la cyberdéfense et la formation des gouvernements en matière de ce que l'on nomme IT Security. Nous retrouvons Joseph Amégan pour des précisions. Le deuxième jour de la visite officielle du président de la République Faure Gnassingbé en Israël
a été essentiellement marqué par le déplacement du chef de l'État au port de Haïfa, à 100 km au nord de Tel Aviv. Le président Faure Gnassingbé a voulu ainsi s'inspirer de l'expérience du port de Haïfa pour renforcer l'efficacité du port autonome de Lomé. Le chef de l'État a suivi une projection de film documentaire présentant la plateforme. Deuxième port du pays après celui de Ashdod, le port de Haïfa a une superficie de 700 000 m². Avec ces 7 terminaux, il accueille les bateaux de dernière génération. Le port de Haïfa reçoit aussi des paquebots et des croisières qui contribuent à l'essor économique et touristique de la région. Ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le port de Haïfa est classé par l'OCDE, 4e port le plus performant du monde. C'est un très grand port qui a beaucoup d'expérience dans l'exploitation des navires. Et je pense que ce que nous avons vu pourrait, n'est-ce pas, apporter un plus au port de Lomé. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a pu ainsi toucher du doigt les réalités de ce port et le Togo pourra sans doute tirer un avantage certain dans cette démarche effectuée par le président de la République qui s'est ensuite rendu au CyberGym, un centre spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Numéro 1 mondial dans la lutte contre ce fléau, des nouvelles technologies qui constituent la cybercriminalité. La société CyberGym a été créée par l'Agence nationale de sécurité israélienne, avec pour entre autres objectifs la protection des citoyens, des institutions de la République, des banques. Il s'agit pour le chef de l'État et sa délégation de profiter de l'expérience israélienne en matière de traque des cybercriminels. Nous avons eu la chance de visiter le CyberGym, un centre de lutte contre la cybercriminalité. Vous savez qu'aujourd'hui l'informatique dirige le monde et des individus mal intentionnés peuvent rester dans un bureau, peuvent rester dans leur domicile et provoquer ce qui est insupportable. Travailler sur les comptes des gens, puiser de l'argent dans les comptes des gens, créer l'insécurité comme on le dit. Alors la visite de ces centres nous montre combien l'Israël est en avance sur cette lutte. Donc c'est une opportunité qui nous est donnée de voir comment ils se sont organisés, comment ils arrivent à partir de leur centre, c'est de protéger les intérêts israéliens, protéger les banques contre la cybercriminalité. Je crois que le souhaitons pour notre pays aussi, et le chef de l'État, en nous donnant l'occasion de visiter ces centres, c'est de nous dire nous ne devons pas rester assis, nous ne devons pas dormir, parce que le monde est en train de bouger et nous devons aussi prendre les dispositions nécessaires pour aller avec le monde. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est félicité de l'essor des nouvelles technologies comme un outil de développement. Il a également pointé du doigt la menace que représentent des hackers dont les plus ardus sont capables de paralyser une centrale électrique, des transmissions aériennes ou des transactions financières. Le Togo entend ainsi se protéger efficacement contre ces dangers. Et cette visite du chef de l'État en terre israélienne est un nouveau pas franchi dans le raffermissement des liens de coopération entre notre pays et Israël. Une coopération vieille de plusieurs décennies qui profite aux deux États que nous revisitent ce soir Augustin Kossi et Joseph Amégan dans ce dossier.
La coopération entre le Togo et l'État d'Israël remonte au début des années 60 et elle s'est véritablement consolidée à partir de 2005. Période où la diplomatie togolaise a amorcé un nouveau tournant, une diplomatie active et économique. Dans sa stratégie de diversification des partenaires du Togo, l'État togolais a orienté sa vision vers les pays émergents en faisant de la coopération bilatérale un levier de développement socio-économique et politique. Dès lors, les deux pays se sont résolument engagés dans un partenariat fondé sur la promotion des secteurs porteurs de croissance. L'accent a été mis prioritairement sur l'agriculture et le développement rural, l'éducation et l'enseignement supérieur, la santé publique, les sciences et technologies, l'économie nationale et relations commerciales, ainsi que l'intégration de la femme au processus de développement. En vue d'intensifier ces relations, une mission interministérielle s'est rendue en Israël en mars et mai 2012 à la suite de 3 visites d'une délégation israélienne au Togo en décembre 2011. À l'issue de cette mission, des projets ont été élaborés pour renforcer la coopération agricole entre les deux pays. Il s'agit du projet de promotion de l'agriculture familiale au niveau des groupes vulnérables, le projet de production maraîchère en aval du barrage de Dalwak à Dapawon, le projet d'accompagnement des jeunes professionnels formés en Israël dans leur installation et le renforcement des capacités instituts et e-learning en nouvelles technologies. La mise en œuvre de ces projets ont permis la promotion de nouveaux systèmes d'irrigation et d'adoption des semences maraîchères performantes qui ont pour corollaire la valorisation du maraîchage à l'échelle nationale pour assurer l'autosuffisance alimentaire. En 2012, un programme spécial de formation pratique en Israël de 15 jeunes issus des écoles d'agriculture pour une période de 11 mois a été exécuté avec succès. L'Israël soutient également la formation des étudiants et cadres togolais. Il octroie régulièrement aux étudiants, chercheurs et agents de l'administration togolaise des bourses d'études dans l'enseignement supérieur, la coopération interuniversitaire, la recherche scientifique et la médecine. En outre, les relations bilatérales entre Israël et le Togo vont au-delà et ont pour fondement un certain nombre de tests et accords. Un partenariat de création de la Grande Commission mixte de coopération Israël-Togo et l'accord de coopération économique, scientifique, technique et sociale ont été signés en décembre 1990 à Jérusalem. En plus, les deux pays sont liés par d'importants traités relatifs aux visas d'entrée et de sortie sur le passeport diplomatique et aux échanges commerciaux dans les années 60. Les deux pays coopèrent dans plusieurs secteurs et les relations se renforcent davantage. Pour le gouvernement togolais, il est important que le transfert de compétences et de technologies se concrétise et que les projets soumis dans le domaine agricole se réalisent au profit de la modernisation de l'agriculture et de l'émergence du pays. L'État d'Israël apporte également son appui au Togo dans la formation des agents des forces de l'ordre et de sécurité. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir à ce 3e jour de la visite du chef de l'État en Israël. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette visite dans nos prochaines éditions. Pour permettre le libre-échange entre les États membres de la CEI,
CEDEAO et répondre efficacement aux besoins de ceux-ci en termes d'infrastructures. La CEDEAO a élaboré un plan directeur de développement de ces infrastructures. Les experts venus des 15 États membres de la communauté sont en réunion pour valider le dit document qui, après sa mise en exécution, permettra une réelle intégration sous-régionale. Le compte rendu avec Lucas et Antoinette Romao. Au revoir. Le niveau de développement des infrastructures des pays membres de la CEDEAO, notamment le transport, l'énergie, les TIC, les ressources en eau, est faible par rapport à la demande existante et à la croissance démographique. Or, il est prouvé que ces infrastructures contribuent au commerce intra-régional et constituent un facteur clé de l'intégration sous-régionale. En 2012, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont approuvé le programme de développement des infrastructures en Afrique. Il revient à cette institution communautaire de coordonner la mise en œuvre de ce programme en son sein. Sa cellule en charge de la question a élaboré un plan directeur qui est en cours de validation. Le plan directeur va faire le diagnostic de tout ce que nous avons comme ressources, faire le diagnostic de tout ce que nous avons comme défauts, tout ce que nous avons comme non atteint, et établir des projets qui vont aller pour résoudre ces problèmes. Identifier les projets au niveau hydraulique, au niveau de l'énergie, au niveau des transports, au niveau des TIC, et ces projets étant identifiés, et on passe à la mobilisation des ressources pour pouvoir réaliser ces projets. Cette assise de Lomé réunit les experts des 15 États membres de la communauté. Il s'agira d'identifier les besoins en matière d'infrastructures pour la croissance économique et le développement dans les 3 prochaines décennies afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Les infrastructures jouent un rôle capital dans le développement socio-économique d'un pays. Ainsi, la CEDEAO a alloué d'importants fonds pour la construction de ces infrastructures routières, technologiques, hydrauliques et électriques. Mais malgré ces efforts, beaucoup reste à faire pour relever le défi de la démographie sans cesse croissante dans la communauté. C'est en ce sens que la CEDEAO met en place ce plan directeur pour le développement des infrastructures à l'horizon 2040. L'importance de ces infrastructures dans le développement d'un pays est ce qui est fait précisément au Togo pour la sauvegarde de ces infrastructures dans ce dossier réalisé par Luc Cassi et présenté par Antoinette Romao. Au revoir. Les infrastructures de transport, l'énergie, les nouvelles technologies et les ressources en eau constituent des ressources essentielles pour le développement. Les investissements consentis par la CEDEAO en matière d'infrastructures ont été importants ces dernières années. C'est le cas de la construction du barrage de Kaleta de 240 MW, le réseau d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée et la construction de l'autoroute Dakar-Lagos qui passe par le Togo. Malgré ces investissements, le chantier demeure encore vaste par rapport aux défis démographiques et économiques. C'est pourquoi la CEDEAO veut renforcer ses interventions à travers un plan directeur pour le développement des infrastructures à l'horizon 2040. On est en train de réfléchir pour la mise en place d'un fonds régional qui sera alimenté à partir des prélèvements sur les exportations des divers produits de la région. Par exemple, ça peut être des produits agricoles, des produits pétroliers, miniers, gazés. Je donne un exemple, par exemple le Togo, vous avez du phosphate.
Le Nigeria a le pétrole, le Niger a l'uranium, la Côte d'Ivoire, Ghana, c'est café et cacao, ainsi de suite. Donc, on a fait tout ce maillage et les estimations ont montré que si les États acceptent la clé de répartition, on peut mobiliser jusqu'à 400 millions de dollars américains par an. Aujourd'hui, on peut construire un barrage même à Dakar au Sénégal, construire des lignes d'interconnexion et cette énergie produite depuis Dakar ou depuis Lomé peut servir jusqu'à Guinée-Bissau. Le Togo s'est déjà inscrit dans cette dynamique en s'engageant dans une politique de construction et de rénovation de ses infrastructures. En témoigne la construction du 3e quai, de la nouvelle aérogare, l'aménagement du réseau routier et le renforcement de l'accès des populations à l'énergie électrique. Ce nouveau plan directeur permettra au Togo de renforcer ses acquis et d'entrevoir de nouvelles actions au bénéfice de ses populations. Aujourd'hui, vous avez des potentialités hydroénergétiques gazières au niveau de l'espace CEDEAO, mais qui est inégalement reparti. Alors, si vous construisez une centrale hydraulique au Nigeria ou en Guinée, avec les lignes d'interconnexion, cette énergie à moindre coût peut arriver au Togo. Voilà, ça c'est le plus que, n'est-ce pas, le Togo gagne. Pour le cas spécifique du Togo, déjà d'emblée, il a ce qu'on appelle corridor Lagos-Abidjan-Dakar. Donc ça traverse le Togo de bout en bout. Il a le corridor de Lomé jusqu'à Sikansé, jusqu'à Ouagadougou. Et aussi vous allez voir du point de vue ferroviaire aussi, il y a la ligne Blita qui va jusqu'à Ouaga et on dérive par la République du Niger et celle du Bénin. Il y a le port autonome de Lomé. Vous voyez, même si le port est localisé à Lomé, en réalité, il est fait pour desservir des pays comme le Niger, comme le Burkina. Ça veut dire que le Togo vraiment a joué et joue encore un grand rôle dans le fonctionnement de la région CEDEAO. Le renforcement de la coopération régionale et l'accroissement des engagements financiers destinés aux infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie sont donc nécessaires pour accompagner la construction d'une économie forte, harmonieuse et innovante dans l'espace communautaire. Et un mot encore du séjour du chef de l'État en terre israélienne. Notez que ce mercredi, après avoir rencontré son homologue israélien, le président de la République a eu des échanges avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions les images et surtout l'essentiel des échanges entre les deux personnalités. La suite de ce journal avec ce communiqué du gouvernement. C'est avec grande émotion et une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de l'artiste togolais Eklounaté à Blodévi ce mardi 9 août 2016. L'illustre disparu laisse derrière lui un long parcours jalonné de succès durant lequel il a reflété avec grâce et éloquence l'image de son pays, le Togo, lors des manifestations tant nationales qu'internationales. Pendant plus de 5 décennies, l'homme qui représentait, de par son âge et ses années d'expérience, le doyen des hommes de théâtre togolais, a joué plusieurs spectacles, confirmant ses talents d'artiste dans un parcours caractérisé par un effort constant de réflexion créatrice. Avec sa disparition, le Togo perd un artiste au talent infini et à l'imagination fertile et hardie.
tenace et avide de connaissances. Il a tout au long de sa carrière cultivé la grande modestie qui le caractérisait et a fait de sa détermination une arme qui lui a permis de contribuer notablement à l'essor de la culture togolaise. En ces moments de deuil et de recueillement, le gouvernement salue très respectueusement la mémoire de l'illustre disparu et prie pour le repos de son âme. Il présente ses condoléances les plus attristées, sa sympathie et sa compassion à la famille éplorée, à ses confrères et à la grande famille des artistes togolais. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a encore honoré son rendez-vous mensuel du mercredi de l'entrepreneur. Et pour ce mois d'août, la formation est axée sur le centre de gestion agréé du Togo qui prend en charge les fonctions essentielles d'une entreprise. Un outil auquel les entrepreneurs et les opérateurs économiques doivent avoir recours pour la performance, le développement et surtout la pérennisation de leurs micro, petites et moyennes entreprises. Le compte rendu avec Marceline Tchapala et Clarisse Aticlet. Nombre de petites et moyennes entreprises disparaissent souvent à cause de la mauvaise gestion et des risques fiscaux. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI offre l'opportunité aux entrepreneurs de gérer de façon efficace leur structure en les invitant à adhérer au centre de gestion agréé. Un outil d'appui technique, de performance, de développement et de pérennisation des entreprises. C'est une structure qui prend en charge certaines fonctions des entreprises telles que la tenue de la comptabilité, la gestion de la fiscalité, les conseils en gestion et même la formation pour pouvoir libérer les opérateurs économiques, chefs d'entreprise, à pouvoir se consacrer à l'essentiel de leur activité, notamment la vente, la recherche de la clientèle et autres, pour permettre aux opérateurs économiques de se dégager des fonctions qui les encombrent et dans lesquelles ils n'ont pas la spécification. Le centre de gestion agréé intervient. La mise en place du centre agréé de gestion est une directive de l'UEMOA en 1997 dans les États membres pour instituer un cadre de formation en comptabilité, en fiscalité et en audit afin d'aider les entreprises à être plus compétitives et à faire face à la concurrence. Le centre de gestion agréé a pour mission principale d'assurer un cadre harmonieux de fonctionnement des micro, petites et moyennes entreprises togolaises en les accompagnant à acquérir des méthodes modernes de gestion. L'autre service essentiel qu'offre le centre de gestion agréé, c'est l'élaboration des états financiers pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le Togo dispose d'un centre de gestion agréé depuis 2012, mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et 9 autres partenaires. Il accompagne aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'entreprises. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE Togo, était face à la presse hier à Lomé. Les responsables de cette ONG ont salué l'initiative du gouvernement concernant le moratoire provisoire sur l'exploitation et la commercialisation du faux tech, prise en Conseil des ministres. Ils estiment que cette décision vise à la protection de ces essences menacées de disparition au Togo. Et dans leurs exposés, ils s'engagent également à accompagner le gouvernement dans la bonne application de cette mesure. Le compte rendu de la rencontre avec Serge Dastom et Arnaud Kido.
Devant les hommes des médias, les responsables de l'ONG Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANC Togo, soutiennent la suspension d'exploitation et de commercialisation du FOTEC au Togo. Au regard de l'exploitation anarchique du FOTEC, essence menacée de disparition, l'ANC Togo juge légitime cette décision du gouvernement qui vise à protéger l'environnement. L'Alliance Togo qui milite depuis 2 ans à travers notre projet TALF pour lutter contre le trafic du bois félicite le gouvernement et les autorités togolaises pour leur engagement à travers cette décision de suspendre l'importation, l'exportation et la réexportation du FOTEC. Nous pensons que c'est une décision qui est la bienvenue, qui est protectrice de l'environnement, et ANC Togo travaillera aux côtés du gouvernement pour s'assurer que cette mesure-là est strictement mise en œuvre. Sur la question du report du moratoire demandé par les syndicats des exploitations du bois afin d'écouler les stocks existants, l'ANC Togo propose que si ce délai venait à être accordé, qu'un inventaire exhaustif du dit stock soit réalisé. Il faut qu'il y ait un comité multidisciplinaire soit mis en place, composé des membres de l'inspection forestière, composé de la gendarmerie, composé de la police criminelle et des organisations de la société civile pour réaliser cet inventaire-là sur toute l'étendue du territoire national en collaboration avec les syndicats de bois. L'ANC Togo se dit prête à accompagner le gouvernement dans la bonne application de cette mesure et ainsi œuvrer à la régénérescence du FOTEC dans le pays. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'élevage. Le ministre de l'élevage porte à la connaissance de toute la population togolaise qu'il est constaté des mortalités de porcs dans la commune de Sokodé, préfecture de Tchaoudjo. Les résultats des analyses réalisées par le laboratoire central vétérinaire de Lomé sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine. Le ministre rappelle à toute la population togolaise en général et celle de la préfecture de Tchaoudjo en particulier que la peste porcine africaine est une maladie animale qui attaque uniquement les porcins domestiques et sauvages. Elle cause de fortes mortalités dans les élevages de porcs et n'a aucun effet sur la santé humaine. Elle engendre néanmoins des conséquences économiques graves pour les éleveurs. Pour faire face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises pour réduire l'ampleur de la propagation du virus responsable de la maladie. Des mesures qui concernent la claustration stricte des élevages porcins dans la préfecture, le recensement des foyers, l'abattage des animaux contaminés, la désinfection des milieux contaminés et autres. Le ministre rappelle la population et particulièrement les éleveurs à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures sanitaires conformément à la loi de la police sanitaire en vigueur dans notre pays. Le ministre compte sur la bonne compréhension et la collaboration des acteurs concernés pour le respect strict de ces mesures sanitaires. La suite de ce journal avec ce nouveau tollé aux États-Unis après les propos tenus par Donald Trump. Hier, le candidat républicain a expliqué que seuls les défenseurs du port d'armes étaient les seuls à pouvoir stopper son adversaire Hillary Clinton. Une incompréhension ou un appel à la violence contre la candidate démocrate. Cette nouvelle polémique fait rage. C'est le dernier dérapage de Donald Trump.
En meeting en Caroline du Nord, il défend le droit de porter des armes aux États-Unis. Un droit selon lui menacé par Hillary Clinton. Il arrive à abolir le deuxième amendement qui autorise le port d'armes. En plus, si elle nomme de nouveaux juges à la Cour suprême, ce droit pourrait disparaître. Vous ne pourrez rien faire, mes amis. À moins que les défenseurs du port d'armes ne fassent quelque chose. Je ne sais pas. La formule est ambiguë. Donald Trump est-il en train de suggérer à certains de ses militants d'utiliser la violence contre Hillary Clinton? En quelques minutes, ces propos déclenchent une énorme polémique. À la télévision, un ancien directeur de la CIA, scandalisé, ne mâche pas ses mots. Si quelqu'un d'autre avait tenu ces propos, il aurait été immédiatement arrêté par la police et il serait interrogé par les services secrets. Du côté d'Hillary Clinton, on dénonce un discours qui incite à la violence. Et les critiques sont également très vives dans le camp même de Donald Trump. Il y a 2 jours déjà, plus de 50 républicains spécialistes de la sécurité nationale avaient attaqué Donald Trump dans une lettre ouverte. S'il est élu, disent-ils, il sera le président le plus dangereux de toute l'histoire des États-Unis. Dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump semble décidément bien incapable de tenir sa langue. Les leaders de son parti et certains de ses électeurs ne supportent plus ses petites phrases et son comportement fantasque. Dans les sondages, le candidat républicain reste loin derrière Hillary Clinton, qui le devance toujours de 7 à 9 points. Retour en page nationale avec cette série de communiqués. Par lettre du 20 mai 2016, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuites disciplinaires contre un magistrat de haut rang. Interrogé, le mis en cause n'a pas reconnu les faits, mais à l'issue des débats très ouverts au dire même du mis en cause, le Conseil de discipline a décidé que, entre autres, le magistrat concerné est mis à la disposition du ministère de la Justice. Le magistrat condamné est déchu de sa qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature exhorte une fois encore tous les magistrats au respect scrupuleux des règles déontologiques contenues dans le statut des magistrats et la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Cet autre communiqué à présent, poursuivant la série de prises de contact avec les organisations professionnelles de la presse, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a eu une séance de travail avec le nouveau bureau de l'Observatoire togolais des médias OTM lundi 8 août 2016 au siège de la HAC à Lomé. La délégation de l'OTM était conduite par son président, M. Aimé Ekpe. Les échanges ont porté notamment sur le partenariat riche et fécond que la HAC voudrait instaurer avec l'OTM au service de la presse togolaise. D'autres questions relatives à la consolidation et à la protection de la liberté de la presse, à la définition du statut du journaliste, à l'exercice du métier du journaliste et de technicien de la communication et au fonctionnement des médias ont été également abordés au cours de cette rencontre. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la HAC, l'institution de régulation et l'OTM, l'instance d'autorégulation, ont décidé de relancer les discussions visant à l'actualisation et à la signature d'un protocole de co-régulation.
La mise en œuvre du protocole de co-régulation, une des recommandations des États généraux de la presse, permettra à la HAC et à l'OTM de travailler à faire revenir la confiance dans le secteur de la presse au Togo. Par ailleurs, la rencontre a également donné l'occasion à la HAC et à l'Observatoire togolais des médias OTM d'inviter les personnels, les professionnels de la communication au respect de la déontologie et de l'éthique de leur métier en vue de la promotion du professionnalisme, des valeurs citoyennes, de l'unité nationale et de la paix. Un appel à l'union et à la solidarité des organisations professionnelles de la presse ainsi qu'au renforcement de la confraternité au sein de la profession a été lancé à cette occasion. Et pour finir ce journal, je vous amène maintenant à Bassar. Bassar, où a eu lieu la finale du tournoi de football organisé par l'ONG Avenir Enfance Togo. Le compte rendu avec Nestor Monzo sur place. Le tournoi Avenir Enfance Bassar a été joué durant un mois, du 8 juillet au 7 août. Il a regroupé 11 équipes issues de la commune de Bassar. Open FC, 11 petits éperviers noirs de Wadande et JSB, Jeunesse Sportive de Biakabé, sont les équipes qui ont eu leur qualification pour la finale. La première partie de cette confrontation a été plutôt décevante. Les imprécisions dans les transmissions ont fait que le jeu a manqué de vivacité. Pas d'action d'éclat et les deux gardiens de but ont passé une mi-temps tranquille. La deuxième mi-temps a été meilleure techniquement par rapport à la première. Le jeu est mieux construit, surtout du côté des Blancs de Open FC. 7 minutes après la reprise, Open FC bénéficie d'un coup franc à une vingtaine de mètres du début de la jeunesse sportive de Biakabé. La frappe du capitaine Kisao Faré est repoussée par le gardien, mais Wakenyani, qui a surgi, offre le premier but à son équipe. JSB a attendu les dernières minutes du match pour véritablement attaquer. Afissou Bende sur cette action, puis Albert Wadja sur celle-là, ont failli rétablir l'équilibre. À la toute dernière minute du match, ce sont les 11 petits éperviers noirs de Wadande qui vont aggraver le score. Obote Uno tente un lobe et réussit à inscrire le deuxième but de Open FC qui remporte cette compétition à mettre à l'actif de l'ONG Avenir Enfance Togo AET. L'ONG Avenir Enfance Togo qui soutient les enfants, qui accompagne les enfants. En organisant ce tournoi ici à Bassar, nous avons 3 objectifs qui nous motivent. Le premier objectif, c'est de faire la promotion de l'éducation scolaire à travers le football. Et nous avons voulu, à travers ce tournoi, aider tous les enfants en vacances qui sont des élèves, leur donner des fournitures scolaires pour qu'ils puissent se préparer pour la rentrée scolaire. Et le deuxième objectif clé, qui a été celui aussi de soutenir les enfants qui soit jouant le football ou ne jouant pas, mais n'ont pas les possibilités d'apprendre le métier. Donc ce tournoi a permis de prendre déjà 11 jeunes ici à Bassar que l'ONG va accompagner dans l'apprentissage du métier pendant 3 ans. Et le troisième objectif, c'est que ce tournoi va permettre à Guikiti de Bassar d'avoir des pépinières de joueurs qui vont commencer à faire la relève. Donc pour moi, c'est une satisfaction totale d'avoir que pendant un mois, 11 clubs ont pu compétir. Ça a été l'apothéose, une fête, et nous sommes vraiment contents. Tous les joueurs des 11 équipes participantes ont reçu donc des cahiers. Sur place, les jeunes sélectionnés pour bénéficier de la formation professionnelle ont obtenu le document d'engagement de l'ONG Avenir Enfance Togo.
Le joueur Noureddine Tagoy de Éclair FC de Banida a été sacré meilleur buteur du tournoi. La coupe mise en jeu a été remise au capitaine de Open FC de Wadandé. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.